là, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accueillir en musique et sous nos applaudissements une woman in tech, une woman inspirée. Elle aime autant l'humain que l'humanoïde. Elle a un pédigré incroyable, méta, et elle va se présenter dans un instant. Je vous demande de réserver un accueil ultra chaleureux à Isabelle Rouen de Colibri Talent. Isabelle vient donc nous rejoindre, bâtir le futur des métiers à l'heure de l'IA générative. Pas simple. Tu connais la règle, tu connais le timing, c'est parti. Exactement. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là. Merci aussi à IMA et à ITES de m'accueillir. Donc effectivement, je suis Isabelle Rouen. Je dirige un cabinet de recrutement sur les sujets tech, data, IA. Et surtout, j'ai une passion sur le futur du travail. Passion qui s'exprime de plein de manières différentes. J'ai publié 2 livres que vous voyez ici. Le deuxième sera en dédicace à la pause, donc n'hésitez pas à venir me retrouver. Également des TEDx, un podcast et surtout un think tank qui s'appelle l'Observatoire des métiers du futur, qui vise à impacter positivement les pouvoirs publics et les entreprises sur ces sujets de transformation du travail. Et s'il y a bien un mot à retenir de cette bio, c'est positivement. Moi, je suis dans la team des pragmatiques et du verre à moitié plein. Alors pourquoi est-ce que je m'intéresse à ces sujets ? C'est à cause de ce chiffre. En fait, c'est un chiffre qui a été publié en 2017 par l'Institut du Futur, qui est un think tank californien, qui est financé par Dell en l'occurrence, et qui disait que dans 85% des cas, quand on est en formation initiale, le métier qu'on exercera en 2030 n'existe pas encore. Alors vous allez me dire, 2017 c'est un peu vieux, mais en fait le chiffre a été remis à jour pas mal de fois. Et grosso modo, on est maintenant à un horizon 2035 et à une fourchette entre 80 et 90%. Donc on voit que le travail est en train de se modifier extrêmement fortement du fait de l'IA, du fait de l'automatisation. Et vous le voyez forcément dans vos métiers et dans vos entreprises. Ceci étant dit, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va changer entre 6 et 9 fois de métier dans notre vie. Alors 6, c'est un chiffre qui vient d'Harvard, un chercheur qui s'appelle Robert Keegan. Bon, pour la petite histoire, il dit même 6,5, mais comme personnellement, j'ai toujours pas compris ce qu'était un demi-métier, je pense qu'on peut arrondir à 6. Et 9, c'est un chiffre qui vient du World Economic Forum. La vérité, elle est probablement entre les deux, mais ce que ça veut dire, c'est que les carrières linéaires ne sont plus possibles. Donc là encore, vous le voyez dans vos équipes, mais le sujet, c'est comment est-ce que ça impacte les organisations, comment est-ce que ça impacte les gens qui sont peut-être un peu plus éloignés de la tech, un peu plus éloignés de l'IA, comment est-ce qu'on construit des organisations basées sur la compétence. L'IA générative, depuis 2 ans, fait bouger tout ça à une vitesse qui est incroyable. Il y a une étude dont vous avez forcément connaissance, qui avait été publiée à l'époque par Goldman Sachs, qui avait fait couler beaucoup d'encre, qui disait IA générative égale 300 millions de suppressions d'emplois à court terme. Donc ça a fait un tout petit peu flipper tout le monde. Après, ce qui est intéressant, c'est de creuser cette étude-là, parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'a lu jusqu'au bout. Et en fait, pour le coup, Goldman Sachs disait aussi que l'IA générative engendrerait 7 points de progression du PIB par an. Le FMI est monté jusqu'à 16 points. Alors tout ceci est antérieur à l'élection de Trump en termes de prévision et à ce qu'on vit aujourd'hui comme incertitude économique. La vérité, encore une fois, elle est probablement entre les deux, mais on se rend bien compte que l'IA générative est aujourd'hui un gain de temps, un gain de productivité et donc une solution d'upscale dans les boîtes qui est extrêmement importante. Moi, je voulais, sans vous assommer dès le matin, faire un petit peu un pas de côté pour rappeler ce que sont les révolutions technologiques et leur impact sur le travail. Parce que ce qu'on vit en ce moment avec l'IA générative, ce n'est pas la première fois qu'on le vit. En fait, ça fait 2 siècles qu'on a des ruptures technologiques qui impactent le travail de manière extrêmement forte et rapide. Première rupture technologique, 19e siècle, machine à vapeur. Ça a engendré d'une part l'exode rural et d'autre part la révolution industrielle. Deuxième rupture techno, c'est l'électricité et c'est l'industrialisation début du 20e. La troisième, elle est plus près de nous, c'est les années 70 à 2000, l'essor de la micro-informatique qui a déclenché tout ce qui est tertiarisation des compétences et marché mondial du travail. Et enfin, la quatrième, c'est celle qu'on voit, ce que moi j'ai appelé les emplois 4.0, c'est la révolution de l'IA, que je daterai plutôt des années 2010, au moment où l'IA a commencé à se répandre à très grande vitesse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé sur le travail à chaque fois. Toutes ces révolutions, elles ont créé plus d'emplois qu'elles n'en ont détruit. La population active en France, au 19e siècle, c'était 17 millions de personnes. Aujourd'hui, c'est 30 millions de personnes. La population active dans le monde, dans les années 70, c'était 1,4 milliard. Aujourd'hui, on est à 4,8 milliards. Le taux d'emploi, il a quasiment doublé. Donc en fait, c'est pas la peine, entre guillemets, de paniquer. On n'en est pas aux ludites qui cassaient leur métier à tisser. Donc il y a une vraie opportunité qui se joue à ce niveau-là. Parce que qu'est-ce qui change fondamentalement le travail ? En fait, c'est l'automatisation. Et aujourd'hui,
la moitié des heures travaillées sont consacrées à des tâches que l'on peut automatiser. Ce qui ne veut pas dire que la moitié des jobs vont disparaître. 5% des postes sont susceptibles d'être intégralement remplacés par des algorithmes, par des machines, par des robots. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Une tâche qu'on automatise, elle est toujours répétitive, elle est le plus souvent pénible. Donc laissons faire aux machines ce qu'elles savent très bien faire. Et je pense que dans vos rôles IA, dans les entreprises et les organisations où vous évoluez, c'est ça qui se passe. En revanche, dans 60% des cas, le métier va être partiellement modifié. Et c'est là que tout se joue en fait. Comment est-ce qu'on se forme? Qu'est-ce qu'on fait du temps que ça dégage? Quelles tâches on décide de garder, nous les humains? Quelles tâches on confie aux machines? C'est en fait principalement un sujet de gouvernance. Et c'est là où les dirigeants que vous êtes et que nous sommes tous ont un rôle à jouer d'accompagnement de ce changement-là. Et pour donner un peu les grandes perspectives, on va avoir cette année, en 2025, 15 millions d'emplois créés en Europe grâce à l'IAGEN et grâce à l'automatisation, et en parallèle 6 millions de destructions. Donc on voit bien que la balance, elle est positive. Après, le sujet, c'est de protéger les gens, pas forcément les emplois. C'est pas très grave si un métier disparaît. C'est beaucoup plus important, par contre, de proposer à chacun une reconversion et quelque chose qui lui correspond dans son bassin d'emploi, parce que ça se joue aussi en proximité. Et donc le sujet, c'est vraiment un accompagnement individualisé de cette flexibilité. Tout le monde peut changer de métier pourvu qu'on l'accompagne. Après, effectivement, les gens qui sont moins à l'aise avec l'IA seront probablement moins employables que ceux qui sont très connectés. Donc c'est là où on a un défi collectif à régler. Ceci étant dit, on a 4 défis majeurs à adresser sur ces sujets de transformation du travail. Premier défi, c'est l'obsolescence accélérée des compétences techniques. Là, je parle d'un savoir-faire. Une compétence technique avait le bon goût d'avoir une durée de vie de 20 ans dans les années 70. C'est pas moi qui le dis, c'est le CDE, donc c'était assez facile. On se reformait éventuellement à mi-carrière et les parcours étaient linéaires. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, une compétence technique a une durée de vie d'1 an. À horizon 5 ans, ça c'est le World Economic Forum qui le dit, l'IA génératif va modifier la moitié des compétences. Il va falloir reformer 60% des gens. 72% des gens ne savent pas comment s'y prendre. Poule, couteau. Donc on a un défi d'accompagnement majeur sur ce sujet. Là où il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un autre type de compétences, les fameuses soft skills, les compétences de savoir-être, qui elles se bonifient avec le temps et qui sont un levier en fait d'employabilité tout au long de la vie. La capacité d'apprendre à apprendre, l'agilité, le leadership, le travail en équipe. Et c'est ces compétences-là aussi qu'il faut renforcer, parce que les savoir-faire techniques, même s'ils sont indispensables, aujourd'hui c'est compliqué de capitaliser dessus. Deuxième défi, c'est tout ce qui est essor des services à la personne. On manque de gens pour s'occuper de nos aînés, on manque de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos clients. Et l'anecdote que je voulais vous raconter à ce niveau-là pour illustrer le point est quelque chose que j'ai été chercher au Québec dans un hôpital qui s'appelle le CHUM, le Centre Hospitalier Universitaire de Montréal, qui est dirigé par un Français. Et lui, il s'est dit, en fait, je vais automatiser une tâche et une seule, qui est le fait de pousser des chariots dans mon entreprise, dans mon hôpital, et je supprime l'emploi de magasinier parce que c'est pénible d'aller apporter les draps, les médicaments et les plateaux repas aux malades. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a fait des magasiniers. Il en a reformé à peu près 5% à remettre dans le droit chemin les robots qui s'égaraient, et il en a formé 95% à devenir logisticien et logisticienne. Donc en fait, à répartir dans les étages les articles qui sont amenés par les robots. Et en faisant ça, il a dégagé du temps d'aide-soignant disponible. C'est un médecin, le dirigeant de l'hôpital. Il est pédiatre, en fait, en l'occurrence. Et ce qui est intéressant, c'est les indicateurs de succès qu'il a regardés. Il en a regardé 2. Il a regardé le taux de guérison des malades et il a regardé la vitesse de sortie. Et en fait, dans les 2 cas, ça s'est amélioré. Donc, en automatisant une tâche tout à fait basique, qui est encore une fois le fait de pousser des chariots, ce qui est intéressant, c'est l'effet que ça a, et en l'occurrence, un effet sur la santé. Donc, tous les arbitrages qu'on fait quand on décide d'automatiser quelque chose, il faut se poser la question de où est-ce qu'on remet le temps derrière. Troisième défi, et je pense que vous le vivez dans vos entreprises, on manque de talent dans le numérique. On a aujourd'hui des postes qui sont vacants, 80 000 en France chaque année, plus de 200 000 en Europe. Donc c'est quand même vraiment dommage parce qu'on est face à un sujet économique qui est quand même un peu tendu et pourtant sur ces métiers-là, on n'a pas encore tous les talents nécessaires. Et le 4e défi, et je pense que vous y êtes confrontés dans vos organisations, c'est tout ce qui est shadow IA. Tout ce qui est je fais de l'IA sans prévenir mon patron, sans forcément avoir été formé, sans forcément être sur des outils et des solutions qui sont sécurisées par l'entreprise. Ça, aujourd'hui, c'est évalué à 57% des collaborateurs qui font du shadow IA. Je ne sais pas si vous avez le chiffre dans vos organisations. Moi, je pense que 57, c'est sûrement un chouïa sous-estimé. Donc, en fait, le sujet, c'est qu'on en est là.
Soit on prend la pilule bleue, soit on prend la pilule rouge. Soit on descend dans la matrice, on emmène tout le monde, on forme tout le monde et on a des gens qui sont tout à fait aptes à prendre ce défi. Soit on est dans un entre-deux qui sera compliqué à piloter d'un point de vue organisationnel si les collaboratrices et collaborateurs font le lien dans leur coin. Ceci étant dit, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Moi, ma spécialité, c'est les métiers. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une typologie des métiers du futur en 3 types. Et comme je les trouve un peu magiques, je les ai incarnés chacun par un héros de Harry Potter. Donc premier type, c'est les métiers en évolution qui se transforment sous l'impulsion de l'IA. Second type, c'est les univers en révolution, principalement les révolutions du management. Et enfin, les métiers d'innovation radicale. Je ne vais pas tous vous les présenter parce que j'ai qu'une demi-heure, donc l'idée c'était d'en garder 2-3 par type, de façon à ce qu'on puisse ouvrir derrière la discussion. Il y aura 5 minutes de questions-réponses à la fin. Premier type, métier en évolution, interprète des datas. Ça, c'est le futur du data scientist. Et je pense que vous le voyez aussi dans les organisations, des entreprises où vous travaillez. Parfois, les data scientists utilisent, dans la façon dont ils vont procéder avec les datas, tirent des conclusions qui ne sont pas à 200% opérationnelles. Et ce que moi j'ai vu dans les différents travaux que j'ai faits, c'est que des data scientists qui étaient en reconversion, qui avaient la capacité à bien comprendre le métier de la boîte, qui en fait sont à la croisée des chemins entre l'intelligence économique et de la data science, vont avoir des parcours qui sont beaucoup plus fluides et surtout une capacité à emmener la data sur un levier qui est extrêmement actionnable pour la partie décisionnelle. Deuxième type de métier, c'est tout ce qui est journaliste du futur. Ça, c'est un robot. Ça se passe en Corée du Sud. Et pour le coup, les Coréens ont décidé de faire présenter leur JT par un robot. C'est pas du tout ce que je vous recommande, parce que je pense qu'au contraire, le métier du journaliste, c'est d'être au contact des gens et au contact de la formation. Le journaliste, il peut automatiser pas mal de choses. Il peut automatiser en fait tout ce qui est diffusion de nouvelles qui ne nécessite pas beaucoup de on va dire d'éditorialisation, la météo, les résultats sportifs, le cours de bourse. Par contre, il est là pour faire 2 choses, le journaliste. Il est là pour faire du fact-checking, de la vérification, et surtout, il est là pour angler son sujet et le rendre le plus liquide possible, le plus digeste possible. En faire à la fois une infographie qui est visible sur les réseaux sociaux, en faire un podcast, en faire un sujet vidéo, en faire un article qui va prendre un peu de temps à lire. Et là où on a un défi majeur, c'est que plus on aura des journalistes qui sont armés pour adresser ces points-là, plus on sera dans un univers qui sera démocratique et pluriel. Qui est-ce qui est familier ici du syndrome de l'enfermement algorithmique? Une personne? 2 personnes? Pas. Alors, enfermement algorithmique, je pense qu'on y est tous un peu dedans. Vous êtes familier de ce geste de scroller sur vos écrans? Ça, pour le coup, vous voyez bien. Et en fait, effectivement, à partir du moment où on scrolle et où on reste sur une plateforme, on est prisonnier de ce sujet, du temps passé et de l'attention. Et encore une fois, moi, je suis une ex-méta, donc je suis un peu repentie de ces sujets-là. Mais c'est extrêmement important d'aller chercher de la sérendipité, de la diversité, et c'est ça que peut amener le journaliste du futur. Deuxième, alors attendez, parce que pour le coup j'ai reculé, c'était pas le but du jeu, j'arrive. Deuxième type de sujet, c'est les univers en révolution. Et la première dont je voulais vous parler, c'est la révolution du management. Comment est-ce qu'on accompagne ces transformations-là? Et le métier que j'ai imaginé là-dessus, c'est un métier de neuromanager, c'est-à-dire comment est-ce qu'on exploite tout ce qui est neurosciences pour faire bouger nos pratiques managériales. Parce que quand on fait de la conduite du changement dans des univers comme ça qui bougent énormément, le principal défi qu'on a à gérer dans les équipes, c'est en fait la gestion des émotions. Et quand on fait la conduite du changement, la principale émotion qu'il faut adresser, c'est la peur. Et en fait, la peur du changement, elle touche à peu près tout le monde. Et c'est dans la façon dont on va se servir de ce qu'on comprend de la biologie du cerveau, la chimie du cerveau et tous ces mécaniques neuro qu'on peut devenir neuro-amical avec son collaborateur ou sa collaboratrice. Alors neuro-amical, ça ne veut pas dire je deviens le copain de la personne que j'encadre. Ça veut dire simplement je pilote ses émotions de façon à avoir une transformation qui embarque le plus de gens possible. Parce que quand on fait bouger une orga, il y a grosso modo 10% des gens qui ont envie d'y aller quoi qu'il arrive. Ça, c'est super, on peut s'appuyer sur eux. À peu près 10% des gens qui n'ont vraiment pas envie d'y aller. Et quoi qu'on fasse, ça restera des key blockers. Et tout le sujet, c'est les 80% qui sont dans l'entre-deux. Comment est-ce qu'on les embarque et comment est-ce on les fait basculer du bon côté? Parce que très souvent, c'est au niveau du management intermédiaire que ça peut bloquer. Deuxième point que je voulais adresser avec vous maintenant, c'est tout ce qui est inclusion numérique. On est aujourd'hui à l'IMA, à ITES, entre gens qui sommes tous très à l'aise avec l'IA générative. On est tous dans des entreprises qui sont de pointe. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous avez en France 13 millions de personnes qui sont déconnectées.
Donc c'est 7 millions de personnes qui sont dans des zones blanches ou qui ne sont pas équipées. En plus, 6 millions de personnes qui ne sont pas à l'aise avec le digital. Ça, pas à l'aise avec le digital, c'est je ne sais pas attacher ou détacher une pièce jointe d'un email. Donc ça, c'est un défi majeur en fait. Comment est-ce qu'on inclut ces gens-là? Parce que même dans vos organisations, vous pouvez avoir des gens qui sont frappés d'électronisme. Et au niveau mondial, c'est encore plus important. Vous avez 2,6 milliards de personnes qui ne sont pas connectées à Internet dans le monde. C'est un tiers de la population. Et quant à l'usage de l'IA générative, aujourd'hui, c'est 400 millions de personnes. C'est 5% de la population. Donc ce n'est pas si énorme que ça. Ça ne s'est pas encore déployé à l'échelle. Donc en fait, on a un enjeu collectif là-dessus. Encore une fois d'employabilité, puisque moi je le vois avec mon sujet, avec mes lunettes métiers, avec mes lunettes RH, mais ça pose des questions, vous, de comment est-ce que vous acculturez un maximum les profils dans les organisations, comment vous faites de l'adoption des outils que vous proposez, parce que même les plus geeks peuvent de temps en temps se dire « Ouh là là, je vais être remplacé par la machine » et donc ne pas chercher à déployer à l'échelle les cas d'usage qui vont avoir réussi à développer avec succès. Donc là-dessus, il y a vraiment un enjeu d'inclusion numérique et d'inclusion à l'IA pour embarquer un maximum de personnes. Troisième type de métier sur lesquels je vais m'attarder un peu plus longtemps parce qu'effectivement, ces métiers d'innovation radicale, bien sûr, je les incarne par Harry et je les trouve les plus inspirants possibles. Le premier sujet dont je voulais parler, je crois qu'on en a parlé un peu hier au dîner, c'est tout ce qui est sobriété énergétique. On est aujourd'hui dans une espèce d'injonction paradoxale sur l'IA et l'énergie. Fondamentalement, on accélère tous dans nos organisations sur le déploiement de l'IA. Ça coûte une quantité de CO2 et d'eau qui est énorme. Aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à tout ce qui est IA, digital, plateforme, c'est 4%. En 2030, c'est 8%. C'est le seul secteur où ça augmente. Ça ne va pas nous aider pour la neutralité carbone. Et sur l'eau, il faut avoir en tête que les incendies de Los Angeles sont probablement en partie liés au fait que l'accès à l'eau était compliqué. Vous avez certains États américains qui aujourd'hui rationnent l'accès à l'eau pour les data centers et les dépriorisent. Vous avez pas mal de grandes plateformes qui sont en train de se poser la question de comment est-ce que je pilote ma politique énergétique pour être indépendant. Et ça donne des métiers, effectivement, que j'ai appelés ingénieurs en sobriété énergétique. Mais en fait, il faut se poser ces questions-là de comment est-ce qu'on développe peut-être du edge cloud plus près et moins consommateur de ressources. On a vraiment un défi là-dessus de sobriété, de parcimonie, qui n'est pas très bien adressé, il faut bien le dire, surtout avec le switch que même nous, on fait quotidiennement en faisant moins de requêtes Google et plus de requêtes sur des chats GPT et autres Perplexity, ce qui bouffe une quantité de CO2 absolument colossale. On a là-dessus un devoir qui est très important et qui n'est pas forcément bien adressé. Autre sujet, et ça c'est un peu mon métier chouchou, et on l'est tous devenus depuis, on va dire, mi-2023, c'est éducateur ou éducatrice de robots et d'algorithmes. Alors quand je présentais ça, moi j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là il y a 7 ans maintenant. Tout le monde me regardait un petit peu bizarrement. Et en fait, aujourd'hui, on est tous devenus éducateurs ou éducatrices de robots parce que quand on nous propose 2 solutions et qu'il faut cliquer sur la meilleure ou celle qu'on comprend le mieux, c'est clairement ça qu'on fait. Mais ça pose là encore aussi des questions, et notamment des questions de limites. Qu'est-ce que j'accepte de la machine? Qu'est-ce que je lui confie? Qu'est-ce que je lui confie pas? Comment est-ce que je traite les hallucinations? On a plus de 30% de cas d'hallucination dans certains cas. Donc ça demande de plus en plus de sens critique. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément la main sur les outils qu'on utilise. C'est quand même beaucoup des outils qui sont développés aux États-Unis. Certaines entreprises, et il y en a beaucoup, font le choix d'avoir des transformers qui sont internes, mais c'est pas le cas partout. Ce qui nous amène sans transition à un métier qui est extrêmement important, qui n'existait pas il y a 7 ans, qui sont les métiers aujourd'hui liés à l'éthique de l'intelligence artificielle. Alors j'imagine que vous connaissez sûrement la mésaventure qui est arrivée à taille de Microsoft en 2016, donc ça date un petit peu, mais j'aime bien la rappeler parce que je trouve qu'elle a son importance. C'était un robot sur Twitter, non modéré, non encadré, et en fait il est resté 12 heures en ligne. Son premier tweet, c'était « Les humains sont formidables ». Au bout de 12 heures, on en était à « Hitler avait raison, je hais les juifs ». Tout de suite, ça jette un froid. Inutile de vous dire qu'ils ont débranché le robot. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi ça s'est produit et surtout comment il faut pour ne pas que ça se reproduise. Pourquoi ça s'est produit? Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale dans les algorithmes. À partir du moment où vous le branchez sur Twitter, c'est assez facile, quand il est programmé pour répéter ce qui est le plus retweeté, le plus liké,
de le faire tourner en bourrique et de le retrouver avec des propos antisémites, racistes, fascistes, tout ce que vous voulez. Il aurait été sur Instagram, il passerait des super vacances dans un très très bel hôtel à Marseille avec une vue incroyable. Il aurait été sur LinkedIn, il serait CEO de l'univers. Un autre exemple que je voulais partager avec vous, et là je vais peut-être vous faire réagir, il n'y aura pas besoin des micros, c'est un exemple qui est arrivé dans un cabinet d'avocats. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est ce qu'on a fait Microsoft. Microsoft, on a tiré 6 principes de gouvernance de l'intelligence artificielle, parmi lesquels la sécurité, l'explicabilité et la transparence. Donc, autre exemple qui est arrivé dans un cabinet d'avocats a développé une solution, on va dire, prédictive de décision de justice, de façon à aider leurs avocats à prendre les meilleures décisions, à avoir la meilleure stratégie. Et ils avaient un algorithme prédictif super efficace, et pourtant ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 données un tout petit peu bizarres à l'intérieur. À votre avis, qu'est-ce que c'était? Qui expliquait réellement la décision du juge, mais qui n'avait pas vocation à être là pour autant. Non, pas raciste. Non, le genre non plus. Oui, les résultats sportifs. Et il y en a un autre qui est un peu bizarre. Exactement, la pause déj. Il y a 2 biais en fait, et on ne met pas en l'occurrence. Vous êtes très bon parce qu'en général les gens ne trouvent pas, donc super. Donc effectivement, un juge a tendance à être plus clément après l'heure du repas. Il y a une class action à la communauté hispanique, 17% de chances en plus de se voir son cas jugé positivement si on passe après le déjeuner. Je suis ravie de passer après le petit-déj. Et effectivement, si les résultats sportifs sont en faveur de l'équipe que soutient le juge, la décision sera plus clémente aussi. Ce qui prouve bien qu'on peut déployer à grande échelle des biais. Et le 3e exemple que je vais vous présenter, un exemple qui est très visuel, qui est ultra raciste, ultra colonialiste. Donc c'est pareil, je fais les disclaimers qui vont bien. Accrochez-vous à votre siège, mais je trouve qu'il a son importance parce qu'il montre ce qui s'est passé. C'est un exemple sur Gemini. C'est un papier de recherche qui a été fait par des chercheurs, qui a été fait il y a 1 an, et ils se sont, entre guillemets, amusés à faire des prompts sur fais-moi des enfants blancs, pauvres et malades dans le style du photojournalisme, ce que vous voyez ici à gauche, et fais-moi des médecins africains. Bon, il n'y a pas beaucoup de femmes médecins, mais globalement, ça se passe bien, la machine y arrive. Et après, ils ont mélangé les prompts. Et alors là, c'est festival. Fais-moi des enfants blancs soignés par des enfants africains. Bon, les enfants ne sont pas blancs. Fais-moi un médecin traditionnel africain. Ah là, pour le coup, il est en boubou, mais c'est le médecin qui est blanc. Et plus vous insistez, plus ça part dans le délire. Et à la fin, quand la machine est perdue, elle met une girafe. C'est drôle, mais c'est aussi inquiétant. Pourquoi? Parce que les IA sont éduqués sur des corpus d'images qui sont ce qu'ils sont, qui sont un historique. Et l'historique qu'on a, c'est des médecins blancs qui vont vacciner des enfants noirs. Donc en fait, même quand on insiste, on peut avoir ces sujets d'hallucination. Et j'aime bien cet exemple parce qu'il montre très visuellement ce qui se passe. Et il faut avoir en tête que quand on prompte d'une langue à l'autre, la même prompte, on n'a pas la même réponse. Il y a à peine 3% de langue française dans les corpus qu'on utilise. Donc on a là-dessus un défi à adresser. Et dernier métier, c'est anticipateur ou anticipatrice de scénarios de crise. Ça, c'est pas tellement un métier, c'est plus une façon de voir les choses et plus une façon d'organiser une équipe en ayant un contradicteur agile, quelqu'un qui a de l'impertinence un peu élégante de façon à challenger le statu quo. C'est les armées, moi, qui m'ont inspiré ce métier. Pour la petite histoire, je suis lieutenant-colonel dans l'armée de terre à mes heures perdues. Et en fait, pour prévoir les guerres du futur, les armées, ils ne demandent pas à des généraux, à des amiraux très étoilés d'imaginer le futur des guerres. Ils disent non, ça c'est des gens qui sont formidables et qui risquent d'imaginer les guerres du passé. Ils demandent à des auteurs de science-fiction, des scénaristes de BD. Ils les font bosser ensemble. Il y a des scénarios qui sont déclassifiés. Ils les mettent à horizon 2060 et ils leur demandent d'intégrer ou de prévoir les conflits du futur. C'est la Red Team. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en face, ils mettent une Blue Team de militaires qui, eux, pour le coup, sont en charge de faire bouger l'organisation sur le capacitaire, sur les compétences, sur les gens, sur le recrutement, pour pouvoir adresser ces sujets de conflit du futur. Et c'est très intéressant, et ça c'est quelque chose qui est duplicable dans les organisations. Comment est-ce qu'on pousse le bouchon un peu trop loin, et comment, avec qui on le fait, qui est capable en fait, d'être suffisamment décloisonné pour faire ça, et ensuite comment est-ce qu'on adresse ces points-là dans les organisations pour nous préparer à ce futur-là. Et je conclurai en fait sur les 4 facteurs clés de succès que j'ai identifiés pour appréhender ces métiers du futur avec sérénité. Le premier, et ça ne vous étonnera pas, c'est l'agilité. Et la première agilité, c'est l'agilité du réseau. C'est ce qu'on est en train de faire là, en fait. C'est les pauses, c'est le déjeuner, c'est le networking qu'on fait, parce que c'est ça, en fait, qui construit l'employabilité de demain, la flexibilité, les partenariats qu'on peut monter ensemble.
Deuxième levée, et j'y tiens beaucoup, même s'il n'a pas beaucoup le vent en poupe, et je vais mettre ma casquette de suffragette, c'est la prise en compte des diversités. Il n'y en a pas qu'une, hein, diversité. Hein. Genre, génération, handicap, orientation sexuelle et origine sociale et culturelle. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'en fait, la diversité, les diversités, c'est un sujet de performance dans l'entreprise. Une étude de McKinsey, faite sur 15 pays, sur 10 ans, sur 1200 entreprises, a été chiffrée l'impact de la diversité sur la performance des boîtes. Vous avez une boîte à parité, 25% de surperformance. Vous avez une entreprise avec de la diversité sociale et culturelle, 36% de surperformance. Et le dernier quartile, les 25% d'entreprises les moins diverses, 19% de sous-performance. Plus 25, plus 36, moins 19. Et c'est assez logique. C'est un biais de confirmation. Quand on prend une décision et qu'on se ressemble tous, quelle que soit la raison de notre ressemblance, on vient du même coin, on est tous des urbains, on a tous le même âge, on a tous une chance de faire ce qu'on appelle un biais de confirmation, le oui, oui, oui. Et parfois, on conclut une bêtise. Donc quand vous montez une boucle, un groupe projet, une boucle de recrutement, une squad, posez-vous la question de est-ce que les gens que je réunis sont tous pareils ou est-ce qu'il y en a un ou deux d'un peu différents, parce que ça rendra le sujet plus efficace. Troisième sujet, et j'en reviens à ma girafe et aux hallucinations, c'est comment est-ce qu'on met plus de sens critique dans ce que nous sortent les machines. J'ai quelques anecdotes là-dessus, mais je les raconterai plutôt à la pause, de choses qui sortaient des algorithmes quand on était chez Meta, de pourcentage supérieur à 100%. Quand je les challengeais, tout le monde me disait « Non, mais t'inquiète pas, les gens regardent 4 fois les vidéos. » Il n'y aurait pas un stagiaire dans la Silicon Valley qui aurait confondu numérateur et dénominateur. Ça n'a pas loupé, c'était bien ça. Quand vous recevez le mail « Please refund », vous prenez un peu cher. Donc il y a un sujet effectivement de sens critique à avoir. Et enfin, et c'est celle-là probablement la plus importante, moi c'est pour ça que je fais des conférences et que j'ai adoré faire cette keynote et qu'on me demande de le faire, c'est capacité d'apprendre à apprendre. Comment est-ce que moi, mes équipes, on est toujours à se poser des questions de curiosité, à ouvrir nos chakras pour pouvoir appréhender le futur. L'agent Smith a dit « N'envoyez jamais un humain faire le travail des machines », il a raison. Mais inversement, n'envoyez jamais une machine faire le travail d'un humain. Merci beaucoup, et il reste 3 minutes 30 pour les questions, donc j'ai tout le timing. Bravo, merci, bravo. Allez, c'est l'heure des questions. La première sera donc posée par l'agent Smith. Il n'est pas là, alors il n'y a plus qu'à laisser les humains et bien faire le job. Allez, merci. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup, c'était très instructif. Microsoft vient de sortir un rapport qui s'appelle Future of Work et qui parle des relations entre l'opérateur humain et les agents. Comment on va apprendre à nos opérateurs humains à travailler avec des agents et comment on va apprendre à nos agents à travailler avec des opérateurs humains? Alors c'est un vrai défi et effectivement je vous rejoins, je pense que le futur de l'IA, en tout cas l'IA la plus opérante qu'on a, sera une IA agentifiée. Ça, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas photo. Moi, je fais partie de la team des pragmatiques. Je pense que c'est la prise en main des outils et des agents qui va faire en sorte que ça fonctionne. Ça veut dire qu'il faut être dans une logique de formation continue. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des agents qui soient le plus évolutifs possible, le plus rapidement possible, qui prennent les retours d'expérience. Et surtout, ça veut dire que je pense qu'il faut que chacun et chacune soit formé aux agents dans ses tâches. C'est-à-dire qu'il faut se poser un maximum dans les organisations pour voir qu'est-ce qu'on confie à des agents ou pas. Moi, j'ai vu 3 bonnes pratiques dans les organisations sur le déploiement de l'IA et des agents. La première, c'est d'avoir un relais IA dans chaque équipe, sur chaque métier, au RH, à la compta, à la gestion de la trésorerie, partout, d'avoir un relais IA qui est le geek ou la geek de service pour pouvoir diffuser les bonnes pratiques et faire en sorte que ça ne reste pas que à la DSI. Deuxième bonne pratique, c'est les bibliothèques de prompt. Il y a quand même de temps en temps des gens qui réinventent l'eau chaude, prompt par prompt, requête par requête, agent par agent. Donc si on arrive à avoir des organisations apprenantes avec des bibliothèques de prompt pour ne pas refaire le monde à chaque fois, ce serait pas mal. Et la troisième bonne pratique que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps, mais que je trouve très sympa, c'est les prompt parties, qu'on peut aussi décliner en agent parties. Comment est-ce qu'on fait des moments conviviaux entre services, en after work, en entreprise, où on partage autour d'un moment convivial nos bonnes pratiques sur les agents, sur les prompts. Donc voilà ce que je pourrais proposer. Mais en tout cas, ça ne partira pas de slides, ça partira de gens qui font et qui upgrade et subgrade les uns les autres et font bouger les agents. Mais comme on a appris le digital en surfant il y a 20 ans.
coup, il restait 3 minutes. Il y avait 2 questions. Maintenant, j'en vois 5. Alors, il va falloir. Il reste. Question ultra. Il y a une dédicace derrière, j'en prendrai derrière. Ouais, une petite. D'accord. Question courte. N'oubliez pas de vous présenter. Réponse courte. Promis. En avant. Alors, le challenge est important. Jean-Luc Clotier, je travaille chez Framatome et puis un petit peu actif au sein de l'ITS IMA. C'est pas vraiment une question, c'est une réflexion hyper rapide. Merci beaucoup. C'est passionnant, plein de choses. C'était un vrai défi, je pense, de résumer tout ça en quelques slides. J'aurais envie de rebondir sur le dernier slide. Je pense qu'il faut faire apprendre à apprendre. Pourquoi faire apprendre à apprendre? Je suis aussi un peu professeur à la fac, nommé Ton Perdu, vacataire. Moi, je m'aperçois que, et puis j'ai aussi des enfants qui sont à peu près de ces générations-là, ils ne savent plus poser un problème. Par contre, prompter, ça, ils le savent. Et savoir ce qui se passe derrière des algorithmes, parce que ce n'est pas qu'une question de supervision et d'apprentissage, mais c'est aussi une question de normes dans des espaces à n dimensions. Et ça, c'est du maths. Et comment de plus en plus le niveau en maths général diminue. Et pour comprendre tout ce qui se passe là, il faut peut-être avoir un bac plus 5, un minimum en maths. C'est un vrai défi, et notamment pour les managers. Et notamment pour les filles aussi, pour réagir. Aujourd'hui, on a 28% des jeunes filles qui n'ont pas les maths en terminale en voie générale. D'autres questions? J'ai vu des bras se lever. Alors, on voit ici. Oui. Oui. Excusez-moi. Ah d'accord, t'es trop fort, parce que je peux plus passer le micro. Allons-y. Oui, alors une question... Présente-toi. Oui, Laurent Carrier du groupe L'Oréal. Moi j'ai une question parce que dans le débat autour de l'IA, il y a souvent, vous en avez parlé, l'automatisation. Moi je fais partie des gens, je ne suis pas convaincu qu'il faut faire disparaître toutes les tâches automatisables. Je prends l'exemple du luxe. Nous avons quand même en France tout un milieu de l'artisanat où quand vous regardez, on pourrait se dire, fabriquer un sac Vuitton ou un tailleur de pierre pour Notre-Dame, on pourrait les remplacer par un robot. Moi, je pense qu'il faut garder ces beautés de gestes qui sont répétitifs. Mais il y a une telle puissance derrière, il y a une telle histoire, pour moi, ça n'aurait pas la même valeur. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je partage tout à fait le point. Il faut garder ces savoir-faire-là. Et les métiers du geste, au contraire, ne disparaîtront pas. C'est la dernière, je pense, parce qu'on est hors délai, là, c'est tout rouge. Ok, ça marche, je vais la faire courte. Donc, merci. J'ai enfin mis un nom sur mon métier, donc neuromanager, à peu près 50% du temps. Ma question, en fait, il y a des diversités qui sont plus ou moins visibles. Les cheveux blancs, l'accent marseillais, etc. Je voudrais savoir jusqu'où on peut aller avec les diversités moins visibles, de type les profils MBTI dans une équipe, dont les complémentarités peuvent rendre une équipe très performante. Finalement, est-ce qu'on peut monter une équipe sur la base de profils MBTI? Je parle juridiquement. Alors, juridiquement, je ne sais pas. Par contre, je sais qu'on peut coacher une équipe existante sur la base de profil MBTI. J'ai la chance d'être dans un conseil d'administration où on a tous été coachés comme ça. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de faire notre MBTI. Alors, on est déjà nommé, on est déjà élu. Et on nous a expliqué quel était le MBTI des autres. On nous a regroupés. Donc, en tout cas, une fois que l'équipe est montée, on peut tout à fait arriver à animer l'équipe de cette façon. Ça fonctionne. Allez, that's all for today. Vraiment un applaudissement chaleureux. Merci à tous. Possibilité d'échanger, dédicace dans un instant.